À quelques jours de la fête des mères, le combat de mes invités pour leurs enfants force le respect. Pour ma fille, pour moi, c'est jusqu'à la fin de la vie. Je garde le sourire parce que c'est mon leitmotiv, c'est ça qui me donne la force pour mes enfants. Sabine est prête à tout pour récupérer la garde de ses enfants qui sont retenus en Tunisie par leur père. Ils ont 3 et 6 ans. Tous les ministères concernés sont au courant, ça devient une affaire d'État parce qu'elle est injuste. Et à un moment, vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Shirley se bat pour que sa fille, qui souffre d'une maladie rare, puisse être sauvée à l'étranger. J'ai trouvé un hôpital spécialisé dans les poumons à Philadelphie. Mon but est de l'emmener là-bas parce que moi, je me refuse de croire ce qu'on me dit, qu'il lui reste 4 ans de poumons. Je me dis que non, c'est mon enfant, donc c'est hors de question. Nabia, elle, a tout fait pour que son fils cesse de se mettre en danger. Mon fils est tombé dans la drogue, mais de la drogue dure. En plus, c'est une descente en enfer depuis à peu près 8 ans passés maintenant. Enfin, nous reprendrons des nouvelles de Charline, dont la fille faisait partie d'une secte il y a encore 2 ans. Elle est en danger, pas de jugement à porter, mais il faut y aller. Mère courage, elles se battent pour leurs enfants, c'est toute une histoire aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Merci pour nos invités, merci pour ces mamans. Nous sommes donc à quelques jours de la fête des mères et nous aussi, dans toute l'histoire, nous avons décidé de mettre les mamans à l'honneur. Elles vont nous raconter jusqu'où elles sont allées pour la chair de leur chair. Mère courage, elles se battent pour leur enfant. Je vous demande d'accueillir Sabine, notre première invitée. Quel est le combat que vous menez aujourd'hui pour vos enfants, Sabine? Écoutez, je mène un combat depuis bientôt 1 an pour retrouver mes enfants. Ils sont partis en vacances en Tunisie cet été et ils ne seront jamais rentrés. Donc, quel âge ont-ils? Ils ont 3 et 6 ans. Et voilà, c'est le combat que je mène et que je mènerai jusqu'au bout. Vous êtes séparés depuis combien de temps? En fait, on était en instance de divorce. Ils sont partis pour les vacances comme d'habitude. C'est pas parce que les parents divorcent ou que se séparent que les enfants doivent subir ça. Donc, dans l'intérêt des enfants, ils sont partis comme d'habitude en vacances, mais ils ne sont jamais revenus. Le père de mes enfants m'annonce que j'ai 2 choix. C'est soit je reste là, soit je pars sans mes enfants. Donc bien sûr, vous imaginez pas ça, le monde s'écroule, vous pensez ni au travail, ni à l'argent, ni au loyer. Vous dites, bah oui. La première action, oui, vous restez. Donc ça a duré pendant plus de 2 mois, un calvaire, sauf que dans l'intérêt de mes enfants, je suis restée auprès d'eux. Après, avec les juridictions, tout ce qui s'est passé, j'ai été dans l'obligation de rentrer en France pour poursuivre aussi mon activité professionnelle, pour gagner de l'argent, pour continuer à me battre. Et là, c'est un conflit entre les États, sauf que ça avance, c'est très compliqué, mais... c'est lent. C'est très long. Donc... Alors, vous avez rencontré cet homme en 2000, vous les éleviez seuls voilà, la majorité du temps, en France, ouais. En France, lui faisait des allers-retours dû à son activité professionnelle. Depuis le début de votre union? Voilà, tout à fait. J'ai accouché en France, je travaille en France, mes enfants sont scolarisés en France, voilà. Et ils y allaient, bien sûr, pour les vacances d'un commun accord. Si vous voulez, ça fait 3 ans qu'on est séparés, il n'y a jamais eu de problème jusque-là, mais à partir du moment où le divorce a été enclenché parce que ça ne se passait plus, parce que vous savez, il y a un moment, au bout de 3 ans, quand on décide de faire une famille, c'est pour être ensemble. Il n'y a pas eu de clash particulier, sauf qu'à la 2e naissance, j'ai accouché toute seule. Et là, à la maternité, je criais « Je veux divorcer !» Et là, voilà, et ça a commencé comme ça. On s'est séparés, mais finalement, à l'amiable. Qu'est-ce que vous avez dit à la maternité? Vous avez dit « Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas comme ça que j'ai rêvé la vie de famille ». C'est-à-dire que j'accouche toute seule, j'avais 1 mois d'avance, avec des béquilles, en fauteuil roulant, le premier. Enfin, vous dites « Non, mais il y a un problème, là, ça va pas. » Donc Mais pourquoi des béquilles, un fauteuil roulant? Parce que j'ai eu un accident, je suis tombée, et voilà, ça c'est la vie, c'est rien, sauf que j'ai quand même eu ça rajoute, quoi. Ça rajoute que j'étais toute seule avec le petit qui venait d'avoir 3 ans, et... Voilà, donc... Et là, vous êtes dit, il faut que je prenne une décision, enfin, qu'on prenne une décision claire. Sauf que bon, vous imaginez, le bébé tout petit, j'allaitais, sauf qu'on a décidé comme ça, si vous voulez, j'étais un peu la marionnette là-bas pour montrer devant la famille. On s'est mariés après, il fallait dire qu'on était mariés avant, puisque avec le poids des traditions, il a toujours fallu faire semblant. Et moi, il arrivait à un stade où je ne voulais plus faire semblant, tout simplement. Je voulais vivre une vie épanouie avec mes enfants. Et que les enfants, ce soit quelque chose de cadré pour eux, parce que
ça va dans tous les sens, ils n'ont plus de repères. C'est très très compliqué. Alors les signes avant-coureurs, c'est quoi? C'est d'une part les crises de couple majeures et qui tentent à s'officialiser, donc votre demande de divorce. Ça, c'est des situations extrêmement fragiles. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place déjà une forme de manipulation avec beaucoup de séduction vis-à-vis de leurs enfants. Et vous ne voyez rien parce que vous êtes tellement gentil que vous n'avez rien vu. Et surtout, attention aux vacances. Alors, il faut tout de suite mettre en place une interdiction de sortie du territoire. Ça peut se faire tout simplement. De ne pas donner les passeports, parce que bon, j'ai vécu ça souvent, même quand une dame qui est venue ici sur le plateau, qui n'a pas vu ses 6 enfants au Liban, je suis allée au Liban, donc je connais le parcours, c'est très très complexe, et vous allez vous battre, mais vous avez fait quelque chose que je trouve extraordinaire. Et ce qu'il fallait faire, vous êtes resté 2 mois avec vos enfants. Parce que si vous étiez partis, ils n'auraient pas compris. Il faut faire attention à ce que vos enfants ne soient pas instrumentalisés. Si vous aviez pu, vous aussi. Alors oui, excusez-moi Yvonne, mais si j'avais pu, je serais restée là-bas. Et je me rends compte, c'est ça qui est horrible à dire, c'est que je me serais détruite, donc même pour le bonheur de mes enfants, on ne peut pas avancer comme ça. Ils me voyaient dans un... mais c'est bien que vous soyez restés 2 mois. En revanche, par l'ambassade, quelque chose de très important, envoyez les cadeaux, parce que je suis sûre que si vous envoyez des cadeaux à vos enfants, ils ne les recevront pas. Non, les lettres, ils ne les recevront pas. Les coups de téléphone, ils ne les donneront pas. Passez par l'ambassade de France en Tunisie, ou par des associations, je vous donnerai les associations, parce qu'il y a des associations de parents privés d'enfants, dont la fête va avoir lieu le 6 juin. Donc là, je vous mettrai en contact, mais il ne faut pas perdre le lien avec vos enfants et que ça passe officiellement par les ambassades. On verra dans un reportage tout à l'heure, Yvonne, c'est bien que vous puissiez rester en contact et puis qu'on puisse donner les coups de main qu'on peut donner. Ah non, mais c'est un combat tellement difficile que j'ai vécu avec une maman au Liban, c'est terrible. Je vois les mères, elles vont même en Tunisie ou elles vont même dans les pays où sont leurs enfants pour sentir l'odeur du pays, parce que leurs enfants sentent cette odeur. Je trouve ça, mais terrifiant. C'est horrible. On verra comment vous faites pour garder le lien tout à l'heure dans un reportage, justement, comment vous faites pour garder les chambres telles qu'elles doivent être au moment où elles reviendront. En tout cas, que vous soyez prêtes et qu'eux soient prêts aussi à se sentir tout à fait chez eux. Shirley, notre deuxième invitée. Bonjour Shirley. Bonjour. Quel combat vous menez, vous? Alors moi, je me bats contre une maladie qui a ma fille, une maladie pulmonaire qui lui ronge les poumons. Ça a attaqué le poumon gauche, donc elle est obligée de vivre dans un établissement climatique à Fourromeux, donc elle est à 500 km de chez nous. On la voit que pour les vacances scolaires. Encore quel âge a-t-elle aujourd'hui? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans, donc nous, après, on nous a envoyé à un hôpital parisien qui ne lui a donné que 4 ans de vie, en augmentant tous ses traitements et en évitant justement un maximum de surinfection. Comment vous vivez cet éloignement avec votre fille? C'est super dur, quoi. C'est super dur. Bon, déjà, elle n'est pas à la maison, donc elle a 3 petits frères aussi, qui, pour eux, c'est vraiment l'effondrement, parce qu'ils ont tous les soirs leur sœur au téléphone. Donc forcément, à chaque fois, ils pleurent. Surtout le petit, donc il ne peut même pas entendre sa sœur sans pleurer. Moi, je le vis très mal, parce que bon, on est super proches toutes les deux, on est vachement fusionnels. Donc bon, je vais dans sa chambre, je dors dans son lit, je fais sa chambre, je l'aère, je fais comme si qu'elle était là, en fait. Je regarde ses photos. Bon, forcément, le soir, je craque. Quand les petits sont au lit, c'est là où je craque, parce que forcément, je me regarde des vidéos. Mais c'est l'effondrement. Donc c'est vrai qu'on se bat justement pour trouver un moyen de stopper ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous savez sur cette maladie? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est une maladie d'origine inconnue et qui n'avait rien à faire, qui lui restait 4 ans de poumons valides en limitant justement les surinfections. Maladie rare? Maladie, ouais, d'origine inconnue, ouais. Donc, rare et en plus d'origine inconnue. Voilà, exactement. Donc on donne un pronostic vital, mais qu'on sans savoir vraiment très bien, puisque c'est inconnu. Exactement. Donc eux, c'est d'après évidemment toutes les surinfections qu'elle fait, et à chaque fois que ça lui ronge les poumons, c'est là qu'ils ont vu qu'il lui restait 4 ans de poumons en évitant les surinfections. Quel est votre combat aujourd'hui exactement? Mon combat, j'ai monté une association justement. J'ai monté une association où je fais pas mal de choses pour récolter les fonds, parce que j'ai trouvé un hôpital spécialisé dans les poumons à Philadelphie. Mon but est de l'emmener là-bas, parce que moi je me refuse de croire ce qu'on me dit, qu'il lui reste 4 ans de poumons. Je me dis que non, c'est mon enfant, donc c'est hors de question. Donc j'ai monté une association justement pour envoyer Jennifer là-bas, voir s'il n'y a pas une solution miracle qui pourrait stopper tout. Et la perspective d'une greffe est possible aussi? Alors justement, la perspective d'une greffe est possible, mais il faudrait déjà trouver l'origine de la maladie. Voilà, et ce serait la greffe des deux poumons. Ça, on ne sait pas aujourd'hui. Non, on ne sait pas. Ça va savoir d'où ça vient pour savoir comment, voilà, où aller, quoi. Voilà, il faut savoir d'où ça vient pour pouvoir le traiter. Je vous demande d'accueillir Nabia, qui est notre invitée également. Bonjour Nabia. Quel est votre combat? Pourquoi vous battez-vous? Alors, je crois que c'est comme toutes les mères.
pratiquement en ce moment, c'est la drogue. Mon fils est tombé dans la drogue, mais de la drogue dure. En plus, c'est une descente en enfer depuis à peu près 8 ans passés maintenant. Quel âge a votre fils? Maintenant, il va avoir 24 ans. Et le problème, c'est que je l'ai vu trop tard. Je n'ai pas eu... Quand je l'ai su, je n'ai pas osé en parler avec lui. C'est ça le problème aussi. À quel moment vous avez eu la première alerte? La première alerte, c'était vers déjà ses 13 ans, mais c'était suite à l'école. Il avait commencé à fuguer et je ne savais même pas qu'il n'allait plus à l'école depuis au moins 6 mois. Donc quand l'école a commencé à m'avertir, j'ai commencé à me douter, mais je pensais qu'il faisait l'école buissonnaire, traîner dans les rues. Il n'allait plus à l'école du tout? Il y allait de temps en temps? Non, non, il y allait de temps en temps, mais il y a certains cours... il y avait quelques cours qu'il n'y allait plus, et puis je pense que ça a commencé là. Donc j'avais eu des doutes. 13 ans. À 13 ans. Donc je lui ai parlé. Je m'étais vraiment fâchée ce jour-là. Je pensais que c'était simplement un truc d'adolescent, quoi. Et effectivement, il m'a dit qu'il avait commencé à toucher au cannabis. Déjà, je ne savais pas ce que c'était. Il fallait que je sache ce que c'est. On n'a pas les connaissances à l'époque comme maintenant. Maintenant, c'est devenu quelque chose de banalisé. Et pourquoi, quand vous lui avez demandé pourquoi tu fumes si jeune? Oui, je lui avais posé la question et puis il m'a dit bah, « Maman, c'est pour maigrir ». Comment les choses ont évolué ensuite? Oui, par la suite, c'est son état aussi bien physique que moral qui a été touché. Parce qu'au départ, c'est quelqu'un déjà, en vérité, c'est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un de très gentil. Non, mais c'est vrai, je ne le dis pas parce que c'est mon fils. C'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Mais seulement, son caractère a commencé à changer et le regard. Le regard a énormément changé. Les yeux, et je me suis le dit, regard. le regard et l'agressivité. C'est ça que... J'ai commencé à faire un peu plus attention. Il avait une petite amie. Il était sorti avec une petite amie. Bon, je me suis dit... Il est amoureux. C'est bien. Oui, il est amoureux, mais il sortait par le balcon. Ça va peut-être le stabiliser. Oui, mais le souci, c'est qu'il il sortait du balcon derrière, juste de quoi se tuer, parce que c'était très haut. Je me suis dit, bon, on va prendre le taureau par les cornes, on va demander à sa copine de venir vivre à la maison. Comme ça, je l'ai sous la main. Donc après c'est surtout le comportement qui m'a inquiétée. Donc là, il a quel âge à ce moment-là? Vers 16-17 ans. 16-17 ans. Donc la petite amie vient s'installer à la maison. Voilà. Vous avez la confiance de l'autre famille. Oui, bien sûr. Ils n'étaient pas trop contents, mais bon. Je voulais l'avoir à côté de moi, comme ça je pouvais le surveiller bien comme il faut. Mais le souci, c'est qu'il a commencé à être vraiment agressif. Et à un point où est-ce que j'avais presque décidé, il était devenu vraiment... On ne voulait plus qu'il sorte, parce que c'est plus maigrir que c'était. Hein. Pour moi, je n'appelle plus ça maigrir. L'apparence physique a complètement changé. Il a changé de drogue? Oui. Il est passé à quelle drogue? Il est passé à l'héroïne. Donc... Il a reçu de drogue aussi, sa petite amie ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Heureusement. Comment vous l'avez appris qu'il était passé à l'héroïne? Comment vous l'avez appris qu'il était passé à l'héroïne? C'est le comportement, surtout l'agressivité, puis j'ai parlé à sa copine. Et c'est elle qui me l'a dit. Donc j'avais plus le choix, il fallait que... Je me suis cachée la face. J'ai toujours trouvé une excuse. Et c'était trop tard, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se voiler la face. Donc moi, arrivé là, ça a été commencé les combats, bien sûr. Parce que je ne voulais plus du tout qu'il sorte. Dès 4 h du matin, j'allais le rechercher. Je faisais toutes les cités. J'allais le rechercher dans les bas-fonds et j'arrivais des moments à le récupérer à 4-5 h du matin. Je ne sais pas si ça arrivait à beaucoup de monde, mais le comportement, on ne reconnaît plus son enfant. On ne le reconnaît plus. C'est une drogue extrêmement addictive et quelqu'un disait récemment sur ce plateau, une jeune fille justement, que les 2 premiers mois c'est du plaisir et qu'après c'est simplement un besoin, quoi. Un atroce besoin pour ne pas se sentir mal. Et on n'imagine pas que ça va arriver à son enfant. Franchement, oui, c'est ça. J'entends bien parce que c'est pareil, à part que nous, c'est la secte. Notre fille est entrée dans une secte il y a 20 ans et tout ce que vous dites, madame, eh bien, en effet, on se voile la face au départ. On ne veut pas l'entendre et on ne veut pas le voir. Mais il y a un changement de comportement, il y a un changement de vocabulaire. Ils deviennent de plus en plus agressifs et moi, il s'agit de ma fille. Et pour ma fille, pour moi, c'est jusqu'à la fin de la vie. C'est le cas. Et donc, naturellement, ça fait 20 ans. Et je peux vous dire que tout ce que vous dites, c'est une autre addiction, c'est une autre dépendance. Il y a un produit. Et moi, le produit, c'était la doctrine de cette secte. Et elle l'a avalé comme un médicament. Mais on est toujours, je dirais, dans les mêmes situations. On est honteux. On est nous.
En tant que mère, on est honteux. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et on se culpabilise et on se dit, mais il n'y a qu'à nous que ça arrive. Et finalement, quand on en parle un petit peu, on dit, mais non, c'est pas qu'à nous. À ce moment-là, il y a un espoir. Mais vous savez, il faut du temps. Hein. Ça ne se fait pas en 2 jours. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de vous recevoir. Charlène, vous étiez venue en janvier 2008 nous parler donc, de cette entrée dans une secte de votre fille qui ne remonte pas à hier. Quel genre de secte? Qu'est-ce que ça a changé en elle? Ben, ça a tout changé. Son comportement. Il y a 20 ans, nous avions une fille qui était bien dans ses baskets, bien dans sa tête, études prometteuses. Et puis, elle a rencontré un garçon. Elle est tombée amoureuse, mais lui, il était dans cette secte depuis tout petit. Elle avait 20 ans? Elle avait 20 ans. Et tout pour réussir? Tout. Et donc, eh bien, ce garçon, elle est tombée amoureuse. Et la première chose qu'il a faite, bien sûr, et elle ne le savait pas, elle a été piégée de bonne foi, étant généreuse, hein, j'en ai entendu parler aussi, bien, elle est allée tout simplement pour faire plaisir également à sa belle famille. Elle est entrée. Et ça a duré 2 ans, cet endoctrinement et cette reprogrammation. Je parle toujours comme ça, mais c'est ainsi. Vous l'avez vu changer ma fille, au fil de ces 2 ans? Bien sûr. J'ai vu changer ma fille d'abord dans son langage. Elle n'était plus, je dirais, notre fille est une fille qui parlait beaucoup, qui était tout à fait une fille de son époque, dans les années... il y a 20 ans, quoi. Bah, il y a 20 ans, dans les années 70, dans 90, un peu fort. Pardon, là, 70, c'est l'année de sa naissance. Qu'est-ce qu'elle a changé, par exemple, dans son langage, dans son comportement, dans le sa façon langage d'être? n'était plus le même. Elle a adopté le langage de la secte. Par exemple? Alors, par exemple, la télévision, vous voyez, c'était une voleuse de temps. On nous disait, c'est quand même dommage que vous regardez la télévision, il n'y a que des catastrophes. Ou alors les livres, ou alors, après, bien sûr, ça a été les réunions de famille. Il y a eu cette coupure. Elle a arrêté les réunions de famille? Bien sûr, bien sûr. Les réunions de famille, la danse, enfin tout ce qui était... Elle a cessé la danse? Bien sûr, c'était une fille que qui représentait aimait la le famille sport. pour cette secte? Oh, la famille ne représente rien, puisque dans cette secte, le monde est divisé en 2. Et nous, on n'est pas du côté du bon manche, comme je dis. Ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas. qui seront élus. Donc, vous voyez, à l'extérieur, c'est le monde des mauvais. Donc, finalement, notre fille est partie comme ça, sans même s'en rendre compte. Elle a été piégée de bonne foi. Et c'est ça qui est quand même quelque chose, pour nous, de très... On était par amour, impuissants. sans arrière-pensée. Aucune. En essayant de faire en sorte d'aller le mieux possible. Et petit à petit... En préparant cette émission, Yvonne nous a dit que cette émission, votre témoignage et vos témoignages, il lui faisait froid dans le dos. Oui, en préparant cette émission, j'ai vu comment les sectes opéraient. Généralement, tout le monde peut, effectivement, tout adolescent peut être victime de ce genre d'approche. Même des grands. Hein. Et des grands. Personne n'est à l'aise. Et on les trouve notamment ça peut être des cours de soutien, ça peut être des camps, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Des camps de vacances, quoi. Oui, des camps de vacances. Sympathique, sympathique. Ça peut être des réunions, ça peut être toute forme d'approche. Alors, ils approchent des adolescents qui sont un tout petit peu fragiles en quête d'identité et ils font ce qu'on appelle, vous avez dit effectivement des lavages de cerveau, mais pas tout de suite. Avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des love bombing, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages d'amour et ils leur donnent des love bombing. Love bombing, ça c'est les sectes. Et puis il y avait un amour en plus pour cet homme, ce garçon qui l'a entraîné. Voilà. Donc par l'amour, l'emprise se met en place. Elle a raison, madame, parce qu'on m'a envoyé pas mal de mails. Moi, je ne savais pas ce que c'était. On m'avait dit, on peut aider votre fils. Avec il n'y a pas. Voilà. Et j'ai fait quelques recherches et vous avez raison, c'était une secte. Alors, il y a, oui, en effet, d'autres associations de toxicomanie. Et donc, c'est une façade, mais c'est des mouvements sectaires qui sont derrière. Oui. Alors après, il n'est plus toxicomane, mais il devient membre de la secte. Il devient accro à quelque chose d'autre. Un message en demandant est-ce qu'il va mieux, votre fils. Vous voyez qu'en parlant, c'est vrai. C'est très important d'échanger comme ça. Ouais. Et donc, notre fille, petit à petit, s'est bien sûr détachée de nous. Et au bout de 2 ans, nous étions bien sûr les plus mauvais. Les mauvais objets. Voilà. Mon enfant, ma bataille, deuxième partie de notre émission. Sabine, on poursuit avec vous. Donc ça fait depuis 8-9 mois maintenant que vos enfants de 3 et 6 ans sont retenus par leur père en Tunisie. Dans un premier temps, vous avez choisi de rester dans le pays. Ça, vous êtes resté sous le même toit? Voilà, je suis restée sous le même toit, à le côtoyer. J'étais là, bien sûr, pour mes enfants, donc j'étais un peu l'objet, parce que du coup, pour le coup, il avait l'emprise sur moi, donc il fallait faire... Comment on peut expliquer ça à des enfants En fait, on ne peut pas vraiment l'expliquer, sauf que j'ai toujours, je pense, eu la bonne attitude à ne pas dénigrer le père et tout de suite à dire, vous n'allez pas pouvoir rentrer pour l'instant, papa refuse que vous rentriez, mais j'ai jamais voulu rentrer dans le conflit, en fait. J'ai toujours laissé la porte ouverte pour
pour me dire, voilà, ça va durer très peu de temps, il va se remettre de ça, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, c'est vraiment une bataille juridique, sauf que ça, en près de 9 mois, j'en suis à 25 000 € de frais. Donc en fait, on a créé un comité de soutien. Tous les ministères concernés sont au courant. Ça devient une affaire d'État parce qu'elle est injuste. Elle est injuste que j'ai la garde de mes enfants. En France? Voilà, si vous voulez, j'ai la garde de mes enfants. Et là-bas, au regard de la loi tunisienne? En fait, là, ça aboutit. Enfin, c'est-à-dire que pour l'instant, maintenant, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. Donc, si vous voulez, là, on avance progressivement, pas à pas. Mais c'est très long et vous vous effondrez. Et moi, ma bataille, ça a été de me dire que je garde ce sourire, c'est une façade. Je suis toujours en train de me battre à 1000% parce que c'est ce qui me caractérise. Mais bien sûr, je m'écroule toujours. Sauf que j'ai décidé devant les gens. Alors après, ça peut toujours faire sourire en disant « Ah bah oui, mais vous avez l'air... » Oui, mais je me bats et c'est une façade. Et c'est comme ça que j'ai réussi à en être là où je suis. Et mes enfants, ils seront fiers de moi. Et arrêtez de me faire pleurer. Non, c'est votre regard qui me fait pleurer. Du coup, je me dis qu'ils seront fiers de moi. Ils savent que je leur ai montré des photos, des marches avec leur... Il y a eu des marches qui ont été organisées, on a lancé pour Noël. Vous voyez. Ça, vous en avez pris des... Et je leur ai montré, voilà. Vous voyez, les garçons, on fait des marches pour vous, on a lancé des ballons au moment de Noël. Et moi, bien sûr, j'ai gardé le sapin de Noël jusqu'au mois d'avril. Vous voyez, le truc, vous vous dites, j'ai les cadeaux de Noël. Je me dis, mais c'est pas possible. Quel droit de visite vous avez pour vos enfants? Alors, j'ai le droit, dans l'absolu, de les voir 24 heures, tous les 15 jours, en sachant pas possible, que j'habite en France, là-bas. Depuis combien de temps vous ne les avez pas vus, vos enfants? En fait, j'essaie d'aller tous les mois, 2 mois. En fait, c'est au gré des décisions parce que je me bats à la fois en France et à la fois en Tunisie. Donc, ça double, bien sûr, cette énergie, ces dépenses. Je vous dis, 25 000 €. En fait, on ne peut pas. Donc, je suis là aussi parce qu'il y a beaucoup de mères qui sont dans mon cas, qui se taisent pour 2 raisons. Soit elles ne peuvent pas financièrement, parce que vous imaginez, il faut être épaulé, 25 000 € en 9 mois, vous les sortez d'où? C'est impossible. Et deuxièmement, c'est parce que malheureusement, elles doivent se taire parce que c'est tellement triste qu'elles perdent le contact et que c'est tellement éprouvant qu'il faut avoir l'énergie. Et je leur tire mon chapeau aussi à ces mères qui ont envie comme moi, mais qui ne peuvent pas. Enfin, c'est pas possible. C'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas avancer. J'espère que votre façon de faire pourra faire avancer la cause de toutes celles qui sont concernées. 350 enfants sont enlevés chaque année en France. Donc depuis 9 mois, vous êtes privés de vos enfants. Ils ne sont plus chez vous, là où vous habitez, à Fontenay-sous-Bois, près de Paris, dans le Val-de-Marne. Regardez ce reportage qu'on vous a consacré. Ce qui me manque le plus, c'est de la vie, mes enfants, leur sourire, de les voir tous les jours. Je vais pas commencer à pleurer. Et voilà, c'est tout en fait qui me manque. Mais voilà. Pour garder espoir, Sabine n'abandonne jamais ses démarches. Même sur son lieu de travail, elle continue à se battre. Elle ne perd pas de vue son objectif, retrouver ses enfants. Quand je suis au bureau, ma priorité, c'est que dès que le téléphone sonne, je me rue dessus. On ne sait jamais s'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Même s'il y a le téléphone du bureau, je le mets en attente. Je vais toujours être obligée d'être super réactive. Donc, ma chef est au courant. Je suis constamment à jongler entre mon activité professionnelle et mes soucis personnels qui sont quand même ma priorité. Et elle l'a très bien compris. Un mouvement de solidarité s'est mobilisé autour de Sabine. Les commerçants du quartier ont créé une association et organisent des manifestations pour venir en aide à la jeune maman. L'idée au départ, c'était de dire, voilà, elle a beaucoup de frais, ça va lui coûter une fortune parce que les voyages, les avocats... Moi, je suis partie du principe que
Si tous les gens donnaient très peu, ne serait-ce qu'1 euro, on aurait beaucoup d'argent. Moi, c'est très important pour moi parce que Sabine, je la connais depuis qu'elle est toute petite. Et puis c'était une amie de mes enfants. Et puis, je l'aime beaucoup. C'est normal. Sabine est très courageuse, très battante. Mais elle ne m'étonne pas. Elle a toujours été comme ça, Sabine. Très volontaire, très... Non, c'est un exemple de courage. Pour Brigitte, la mère de Sabine, l'absence de ses petits-enfants est insupportable. Elle aussi rêve de leur retrouvaille. Pour moi, c'est l'image d'une arrivée à l'aéroport où je vais les chercher et je vais courir pour les serrer dans mes bras. J'étais très proche d'eux, je les voyais tout le temps. Même le matin, avant d'aller au bureau, quand ils me manquaient trop, j'allais leur faire un petit coucou, juste faire un petit bisou. Sabine est très courageuse, je suis fière d'elle. Parce que c'est vraiment une souffrance, enfin j'imagine la souffrance qu'elle vit, surtout d'être dans la maison, de voir les photos, de voir leurs affaires tous les jours, ça doit être insupportable. Mais heureusement qu'elle est là et qu'elle me soutient, parce que sinon ça serait pas vivable. Sabine n'est pas seule à se battre pour retrouver ses enfants. Elle peut compter sur le soutien de Maître Koskas. Bonjour Sabine. Bonjour Maître. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. C'est bon, vous avez récupéré les papiers? Ensemble, elles se battent pour que la Tunisie applique les décisions de la justice française. Et j'ai reçu aussi le... Donc là, je vais constituer un avoué, hein, Sabine. Hein? Oui, c'est ce qu'il faut. Ok. Elle est toujours très positive, très combative. Et je pense que, encore une fois, c'est le fait de pouvoir agir dans l'intérêt de ses enfants. Chaque acte qu'elle fait est motivé par l'intérêt de ses 2 petits. Et ce sentiment, je pense, la nourrit. Alors pour ma part, évidemment, je peux être qu'efficace au maximum de mes possibilités. Parce que devant une mère aussi courageuse, je dois donner le change. Le temps est long. Comment ça se passe quand vous les revoyez tous les mois? En fait, à la fois, c'est un soulagement, c'est plein d'émotions. Vous vous dites, vous êtes tellement heureux de les serrer dans les bras. Et à la fois, vous savez que vous tournez la tête et qu'ils ne sont plus là, en fait. C'est-à-dire c'est tellement court que dès que vous les voyez, vous savez très bien qu'ils vont repartir et que vous allez être obligé de les laisser repartir. Donc c'est comme ces dames, en fait, on culpabilise, on se dit mais qu'est-ce que j'ai pas fait et comment je peux les aider au mieux, parce qu'en fait, on devient chef parce qu'on se dit mais ce n'est pas possible. C'est tellement injuste, je me bats corps et âme, j'ai tout en ma possession, c'est-à-dire je suis 100% dans la légalité et il y a un moment vous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entamer une grève de la faim, je la fais. Il faut aller voir monsieur un tel, je le fais. Je rencontre les consuls, les ministères, j'en sors à l'instant. Sauf que, ça avance. Si vous voulez, on a des réponses, ça avance doucement, mais pour vous, un jour de plus, c'est un jour de trop. On va commencer avec vous, Nabia. Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir votre fils de 16 ans de la drogue, de l'héroïne? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai eu des mauvaises pensées aussi. En tant que mère, j'ai eu des très mauvaises pensées parce que j'étais à bout. J'ai essayé de le faire tomber en prison pour qu'enfin je sache où est-ce qu'il était, parce qu'on n'arrivait plus il n'y avait plus aucun moyen de le retenir. Et où est-ce que vous l'avez retrouvé? Comment vous faites? Comment vous avez fait pour le trouver, pour le retrouver, pour lui parler, pour essayer d'arranger des choses? J'ai essayé au départ. Ça n'a pas marché du tout pendant 2-3 ans. Ça n'a pas été du tout. Du tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment... il faut tenir bon. Je l'ai dit à toutes les mères. Il ne faut pas baisser les bras tôt ou tard. C'est parce qu'en fin de compte, c'est quand même une maladie. Il ne faut pas croire. La drogue, c'est une maladie aussi. Hein. Il n'est pas conscient de ce qui arrive. C'est dans son cerveau. C'est quelqu'un de gentil, regardez bien. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'ai voulu essayer, on a essayé d'en parler. Moi, je n'ai pas voulu au départ. Je vais être franche, j'avais peur qu'il s'en aille et que je ne le revoie plus jamais. Mais je crois que ça aurait été très horrible. Ça aurait été un vide que j'aurais plus jamais de ma vie comblé. Donc, j'ai préféré garder ça avec moi. Mais quand ça a été trop loin, j'ai quand même laissé 3-4 ans passer. Hein. Et c'était 3-4 ans de combat perpétuel. Hein. Tous les jours, le téléphone, il sonnait à 4 h du matin. Mon cœur, il était prêt à s'arrêter. Je ne voulais même pas entendre. Hein. Je ne voulais même pas décrocher. Je ne voulais pas savoir. J'avais toujours peur qu'on me dise qu'il était décédé. Toujours.
une overdose, un truc comme ça. Et à un moment, j'étais tellement à bout que je me suis dit, ben, bon Dieu, enlève-le-moi une fois pour toutes. C'est une souffrance horrible. Horrible, et que le voir. Puis en plus, c'est plus votre fils. Physiquement, il n'est plus votre fils. Il s'est détruit de le voir se détruire constamment. Et je sais qu'à l'intérieur, c'est lui. Mais l'extérieur, c'est pas lui. Donc, on ne sait plus quoi faire. Et j'ai même pensé à l'enfermer dans la cave. Ah, carrément. Je me voyais planifier de mettre des crochets, tout, à mettre un matelas. Mais j'avais tellement peur qu'il s'il sort et qu'il aille le dire à quelqu'un, je risque d'être arrêtée pour séquestration. Parce que je n'ai eu aucun... Pourquoi l'attacher dans la cave, le garder comme ça pour qu'il se... Écoutez, j'ai commencé à essayer de savoir comment on pouvait faire sortir des... Puisqu'on est aidé par personne, alors on essaye de savoir soi-même dans les livres, d'essayer de discuter. Pour le sevrer. Voilà, pour le sevrer. Je dis, tant pis, je vais l'attacher. Et je vais bien l'attacher comme il faut, il aura à boire. Et je resterai, il tapera. Comme on avait déménagé de le centre-ville, on a été à la campagne pour le sortir de tout ça. Ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, je vais l'attacher. Vous avez dénoncé la police, vous avez essayé d'appeler la police aussi comme... J'ai essayé aussi, je me suis dit, tant qu'il est en... Parce qu'après, bien sûr, qui dit drogue, oui, voilà comment il dit vol, dit vraiment une descente aux enfers, mais surtout aussi. Donc combien de fois le commissariat m'a déjà appelé pour me dire qu'il a été en garde à vue et... Bon, ça n'a fait qu'empirer. Des cambriolages? Oui, cambriolage, bagarre sur la voie publique. Bon, jusqu'à 18 ans, ça, j'étais au courant. Mais après, à partir de 18 ans, les parents n'ont plus rien à voir, ni de loin, ni de près. C'est dommage, ça. C'est dommage. Moi, ça m'est arrivé de m'arrêter dans la rue, mettre le frein à main et descendre au milieu et me bagarrer avec les personnes qui lui vendent. Alors, maman, tu me fais rattraper la zone. Et je dis, et toi, tu ne me fais pas la zone? Je m'arrête, je m'en fous. Je savais que j'aurais pu avoir un mauvais coup. Exactement. Dans notre combat, en fait, on se rend compte qu'on est limite invincible. C'est-à-dire qu'à la fois, on a il n'y a plus rien qui fait peur. Sauf qu'en fait, quand on est dans la gueule du loup, en fait, on se dit, on peut nous tuer, mais on n'a pas conscience. On est dans la gueule du loup. On est dans la gueule du loup, mais en fait, on est animé par notre fait d'être maman, cette force qui est intérieure, qui est en nous, et en fait, c'est nos tripes, et en fait, chacune d'entre nous, on a une puissance se connaît pas. Franchement, moi, je me suis vue faire des choses que, franchement, en temps normal, je ne le ferais pas. Je me dirais, mon Dieu, comme me battre avec ses amis. Vous êtes battue physiquement? Ah oui. Mais alors, du coup, on se retrouve tous les deux en train de se bagarrer contre ceux qui... Parce que lui, il ne veut pas qu'on me frappe non plus. C'est pour ça. Alors, c'est là que je dis... c'est pour dire quand même, quelque part, je reste quand même sa maman. C'est clair. Mais c'est vrai qu'on a cette peur et c'est nos tripes qui parlent. On y va comme ça et on ne pense même pas à la peur. On voit notre gosse au bout. Ouais. Alors moi, bien sûr, la secte, elle s'est démenée et elle a dit trop, c'est trop et qu'il faut qu'elle se teste, cette femme-là. J'ai été assignée des dizaines de fois. C'est pas grave. L'important, c'était ma fille. Et ce que je voulais, c'était garder un lien. Oui. Et ce lien, nous avons réussi quand même à le garder. Et tout ça, alors bien sûr, devant les jugements, on parlait de ma fille. On disait que c'était l'une des leurs. C'était épouvantable. Moi, je vivais des moments atroces devant les tribunaux. On ne s'y habitue pas, vous savez, Jean-Luc. On ne s'y habitue pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'important, c'est pas la durée qui compte, c'est l'arrivée. Et on se dit, tant pis, on le fait. C'est le dénouement. Voilà, on est toutes pareilles. On y va. Nabila, comment vous en êtes venue à mettre votre fils dehors? Vous allez nous le dire dans un instant, juste après ces quelques appels à témoins pour nos prochaines émissions. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Au sein de votre famille recomposée, les conflits sont incessants. Jeune adulte, vous refusez l'autorité de votre belle-mère ou de votre beau-père. Vous êtes jaloux ou jalouse de vos demi-frères ou demi-sœurs. Vous ne vous entendez pas avec les enfants de votre nouveau conjoint, vous aimeriez enterrer la hache de guerre. Pendant des années, ces enfants ne vous ont pas accepté, mais aujourd'hui, vous êtes une famille unie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. À l'occasion de la fête des mères, nous vous proposerons demain une émission à contre-courant. J'ai jamais eu d'amour avec elle. Il y a toujours eu que de la honte et de la rage. Séverine nous expliquera ce qui la gênait tant chez sa mère. Elle pouvait nous insulter dans la rue, elle pouvait accoster quelqu'un et lui dire « Ah, mais toi, tu parles trop fort ». Même en tant qu'enfant, on n'avait pas du tout envie d'être associé à cette femme. Sophie a toujours préféré marcher sur le trottoir d'en face, à bonne distance de sa mère. Moi, je voulais vraiment une mère, mais pas la mienne, celle de mes autres camarades. Des fois, elle pouvait oublier de nous mettre des culottes. C'est la dame de service qui nous rhabillait. On pouvait aller à l'école avec des trous dans les pantalons, sachant qu'elle, elle était habillée normalement.
Christelle n'a pas souhaité inviter sa mère à son mariage. C'était vraiment des larmes de chagrin de me marier sans ma mère. Parce qu'on culpabilise beaucoup et à la fois, on ne peut pas faire autrement. Enfin, pour Frédéric, impossible de dépasser cette honte qui a marqué son enfance. Qu'est-ce que vous dites à propos de votre mère quand on vous en parle? Moi, je dis qu'elle est morte. Comme ça, je me justifie pas. Et... comme ça, le sujet est clos. Mais pourquoi ont-ils honte de leur mère? C'est demain dans Toute une histoire. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez annulé votre mariage juste avant la cérémonie. Vous avez dit non le jour même de votre mariage. Votre fiancé a annulé votre mariage à la dernière minute. Il ou elle est parti avec un témoin ou avec un des organisateurs du mariage. Son ex est réapparu le jour de votre mariage et il ou elle vous a quitté. Après vous être marié à contre-cœur, vous regrettez de ne pas avoir eu le courage de tout annuler. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Ouais, ça. Retour sur le plateau de notre émission. Des mères courage qui se battent pour leur enfant. 4 témoignages de 4 mères qui se comprennent très très bien. On a été à la décision compliquée que vous avez dû prendre, Nabia. Ça va mettre votre fils en dehors de la maison. Il avait quel âge? C'était pas si longtemps que ça. Je lui ai dit de prendre ses affaires. Je lui ai donné 1 heure pour rassembler ses affaires et de partir. Qu'est-ce qui s'est passé qui a provoqué cette décision? Le souci, c'est que je l'ai rattrapé en train de refaire ça et avec des autres personnes. Donc, il avait dit qu'il avait arrêté? Oui, il avait dit qu'il avait arrêté. C'était après la prison? Oui, ben, il faut dire qu'il a fait 2 ans de prison par la suite. 2 ans? 2 ans. Ça a été, là, ça a été un bouleversement total. C'était horrible, horrible. 2 ans, 2 fois par semaine, le parloir. Déjà, le fait de rentrer et de sortir rien que de la prison, déjà, ça, c'est quelque chose d'épouvantable pour une mère. Et pendant les 2 ans, j'ai été le voir 2 fois par semaine, bien sûr. Et par la suite, on a eu le temps, par contre, pendant ces 2 années-là, de remettre un point, de revoir un petit peu la situation entre nous. Je lui ai dit, de toute façon, que s'il devait retourner un jour là, je pense que là, je ne le pardonnerai plus. Là, je ne pourrais plus. Physiquement, je ne pouvais plus. Parce que là, tenir le choc, oui. Tenir le choc, oui. Même pour lui-même, il avait repris, je pense, à peu près 20 kilos en prison. Il avait repris 20 kilos. On a eu le temps de discuter. J'avais remarqué qu'il y avait plein de choses qui ne se rappelaient plus. Les troubles? Donc, c'est des années, oui. Alors, j'ai essayé de... Et donc, c'était un travail... Tout le temps, je ne lui parlais que du positif. Jamais, jamais négatif. Jamais je ne veux pas lui reprocher parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça. Et en plus, ce n'est pas une honte. Hein. Ce n'est pas une honte parce que ça peut arriver à n'importe qui. Mais seulement, il fallait vraiment que je sois toujours là et toujours dire qu'on les aime. Ça, c'est le principal. C'est pour ça que je pense que ce mot-là, il ne faut jamais l'oublier. Même s'il a 30 ans ou 35 ans, il faut toujours leur dire. Comment? Il a quel âge aujourd'hui? Il a 24, il va sur 25. Ah, il n'a pas encore 35 ans, là. Non, mais même à 50 ans, je lui dirai toujours, de toute façon. Donc, tout à donc fait. voilà, c'est quelque part... C'est toujours notre petit. Voilà. Il s'appelle? Cédric. Cédric, je vous demande de l'accueillir. Oh là 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 là. Les autres mères, ça fait peur. Je sais pas, je trouve ça beau. Ça représente quoi d'être côte à côte aujourd'hui, ici, devant tout le monde? C'est une grande histoire, moi et ma mère. Moi, c'est de le voir en bonne santé et en vie, c'est le principal. Le reste, ça peu m'importe ce qu'il a fait, ce qu'il a... Je veux qu'il avance dans la vie, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Je veux simplement son bonheur, c'est tout. C'est pas moi qui va être heureuse, c'est lui qui veut, je veux qu'il soit heureux. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a été provoqué le jour où votre maman vous a dit maintenant tu prends tes affaires, tu as 1 heure pour partir? Oui. Ça comptait ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dehors une fois que vous étiez seul face à vous-même? J'ai longtemps cogité. Enfin, j'ai réfléchi, ouais. Je me suis dit avec tout par tous les mauvais moments où j'ai passé, ma famille est passée à cause de moi. Bon, maintenant j'ai mûri, donc j'ai compris tout de suite. Le problème à l'époque, c'est que je n'avais pas compris tout ça, que ma mère se battait pour moi, mes parents se battaient pour moi.
Alors qu'il y a beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes de drogue et dont les parents ont coupé les ponts immédiatement. Et voilà quoi. J'ai essayé d'avoir de l'aide au niveau des mamans, de soi-disant ses amis. Il y en a qui disent, ils m'ont répondu, j'ose même pas répondre. Quand j'ai regardé la maman, je fais, ou les mères qui étaient là, je fais, c'est pas possible d'entendre des mots pareils. Qu'est-ce qu'elle disait? Ben, ils peuvent aller crever, il va pas venir me bousiller ma vie, non? Il a l'âge maintenant, il prend son sac et moi je veux pas en entendre parler, moi je refais ma vie, Et moi j'étais partie simplement pour demander qu'est-ce qu'on peut faire, surtout par la suite, avant qu'il rentre en incarcération. Quand il y a eu ça, donc j'ai voulu un petit peu, parce qu'ils étaient plusieurs, donc... Responsabiliser le groupe de mamans, voilà, de parents. Oui. En plus, j'ai essayé d'avoir de l'aide. Toutes elles m'ont fermé la porte au nez. C'est pas possible. Et toutes les portes sont fermées. Voilà, exactement. En fait, ce qui fait peur, c'est qu'on se batte. Et en fait, on reflète une image qui finalement fait peur. Et à la fois, il y a des personnes qui vont se dire « Oh, c'est bien ». Et elles se battent et à la fois on et d'autres personnes qui pensent que c'est contagieux. Voilà, un peu ça, mais elles ont quelque chose de dur, on va... Voilà, ça devient, vous voyez, dans tous nos combats, finalement, ça se rassemble parce qu'à un moment, on se retrouve seul. Quand Nabila disait qu'on était seul. Il faut toujours soulever ce voile et on n'a pas envie. Exactement. Beaucoup n'ont pas envie, alors peut-être parce qu'ils ne savent pas, et ça on peut le comprendre, mais quelquefois c'est vrai que quand on demande de l'aide, moi j'en ai demandé, alors je suis... Avec notre fille, on est tombé aussi sur une association et j'ai pris des responsabilités par la suite. Mais c'est vrai qu'on a tellement envie. Alors j'aurais pu, et ça je l'entends bien, on peut à ce moment-là, on se culpabilise, on est complètement malheureux, on se détruit. Voilà. Et à un moment donné, on se dit non, allez, il faut rebondir. Ouais. On va vers une assoce et on dit, allez, elle est en danger. Pas de jugement à porter, mais il faut y aller. On dirait des résistantes au sens où on est dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un combat de résistance. Une question, s'il vous plaît. C'est un combat de résistance. Je voulais vous demander, et ça sera pour les autres mères. Et moi, j'espère de tout mon cœur, comme on dit chez nous, Inch'Allah, que ça n'arrive jamais. Comment est-ce qu'on peut commencer à parler? Ou comment, quand on commence à voir que quelque chose ne va pas, comment est-ce qu'on peut commencer à ouvrir et parler? Avec son fils ou sa fille? Avec son fils et sa fille. Ou à l'extérieur? Non, avec sa fille ou son fils, avec son enfant propre. Comment est-ce qu'on peut commencer? Moi, c'est la peur de ne... Alors, parler sans le braquer, parler pour avancer, quoi. Comment est-ce qu'on peut discuter de ce sujet-là? Déjà, ne pas être dans ce que vous avez dit, le déni de réalité. Lui dire, écoute, je ne suis pas dupe, je t'aime, je ne suis pas dupe, mais voilà ce qui se passe. Alors, tu ne peux pas nier. Évitez toute forme de négation de la part de votre enfant. Toujours en disant, je t'aime, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas toi que je condamne condamne ton comportement. Et donc, il faut axer sur le comportement que vous trouvez insupportable, mais jamais sur l'être. Vous n'avez jamais coupé les ponts avec votre fille? Jamais. En 20 ans? Jamais. Jamais. Dès l'instant où j'ai appris qu'elle était en danger, je ne l'ai pas jugée. Elle s'est mariée dans la secte, vous avez été à son mariage? J'ai été à son mariage. C'est vrai que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai bien sûr été avec elle pour sa robe de mariée. J'avais offert la robe de mariée à ma première fille. Nous étions un couple tout à fait comme tous les parents. Et ma première fille, ma deuxième fille s'était mariée, l'aînée aussi. Donc je ne voulais pas qu'elle soit différente. Mais c'est vrai que j'ai pas mise à l'écart, en fait. Oui, cette mise à l'écart, ça c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter, ni mon mari ni moi. Bien sûr, c'est un combat de parents. Mais c'est vrai que là, après, avec cette association, quand j'ai appris qu'il y avait cette organisation, cette secte derrière, j'ai dit là, il faut vraiment aider notre fille. Vous en êtes où aujourd'hui? Il y a quelques années, j'ai fait la même chose que vous. Il y a eu ce cheminement. J'ai dit un jour, j'en peux plus. Il faut que tu prennes ta vie en main. Tu sais, il y a ton mari d'un côté, il y a nous de l'autre, les parents, puis toi, tu as ta liberté, tu as une troisième voie qui est la tienne, celle de ta liberté. Je ne peux plus rien pour toi, ma fille. Si, bien sûr, on restera et je resterai toujours près de toi. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de problème. Jusqu'au dernier souffle, je resterai près de toi. Tu peux compter sur nous, moi et papa, mais il faut que tu prennes ta vie en main parce que cette secte, je dirais, elle était déjà plus au milieu du lit, mais à côté du lit, dans leur couple. Et là, petit à petit, il y a eu ce fameux déclic. Parce que là aussi, peut-être, comme vous, eh bien, il y a un moment donné, peut-être qu'on dit, eh bien, non, ben là, je vais peut-être perdre mes parents. Mais il y a combien de temps, Charline, que s'est produit ce déclic? Oh, ce déclic, il y a en 2002, 2003. Déjà, quand je suis venue en 2007, c'était la bonne voie. Hein, on était déjà sur quelque chose où elle avait repris des études, où elle avait repris, elle a fait aussi, elle a recommencé à retravailler, parce que dans la secte, tout ça, ça n'existe plus ou peu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille? Un jour, elle est venue nous voir, et il n'y a pas si longtemps que ça. Un jour, comme ça, je ne m'y attendais pas, sincèrement. Elle a dit,
qu'est-ce que vous avez été chiant, mais qu'est-ce... Vous savez qu'on ne fête pas, hein, il y a les lois de la secte. Mais j'ai dit, moi, il y a les miennes, celles que je t'aime. Mais elle a dit, qu'est-ce que vous m'aimez? Je ne savais pas que vous m'aimiez à ce point. Dites-moi un mot de ce que vous avez autour du cou. Il y a 2 ans, elle a repris ses études. Et il y a 2 ans, elle a eu son mémoire, un mémoire d'État. Elle est devenue éducatrice. Et dernièrement, nous avons fêté tous ces événements, le 21 novembre de l'année passée. Alors mon mari a attendu pour sa retraite, on a attendu pour nos 40 ans qui sont devenus 43 ans de mariage, on a attendu pour enfin bref, et c'était mes 60 ans. Et la veille, elle m'a dit, tiens maman, c'est pour toi. Et je l'ai autour du cou. Oh. Ça vous coûte s'accrocher, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent faire pour vous soutenir, etc., à travers tout ce lien, ce chat, ce forum? Je crois que ce forum et cette association, pour vous, c'est quelque chose qui doit être très important. Ah oui, ça c'est sûr. Mais, moi, tout ce qu'on peut faire pour Jennifer, c'est déjà nous soutenir, ça c'est déjà énorme. Parler de Jennifer un peu partout, parler de l'association, pour la faire connaître justement, pour réussir à l'emmener là-bas, en espérant que ça aille vite. Ouais, en espérant que ça aille très très vite. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi quelque chose, Naïva. Une femme qui perd son mari, elle est veuve. Un mari qui perd sa femme, il est veuf. Les enfants qui perdent les parents sont orphelins. Mais les parents qui perdent leurs enfants... Ça n'a pas de nom. Donc ça veut tout dire. Il n'y a même pas... C'est tellement horrible. Il n'y a même pas de mots. Je m'étais jamais fait la remarque. Comment? Je m'étais jamais fait la remarque de ça. Oui, on se dit toujours c'est une injustice. Voilà. On n'arrive pas à la nommer. Le mot n'existe pas. Il n'y a pas de mot pour ça. Il n'y a pas de mot. Voilà. Cédric, quel regard vous portez sur toutes ces femmes qui se battent pour leurs enfants? Je les trouve très courageuses. Déjà de venir en parler, de voir le combat qu'elles livrent aujourd'hui encore. Bon, pour vous, madame, c'est mieux aujourd'hui. Vous avez retrouvé votre fille. Oui, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de pression. Hein. Faut pas t'inquiéter. Ah ouais, mais c'est pas grave. Hein. Mais toi, en tant que quelqu'un dans l'autre opposé, qu'est-ce que tu dirais? Pression de la part de la secte? Ah, bien sûr. Mais bon. N'est-ce pas, Jean-Luc? Je m'habituerai. Qu'est-ce que lui dirait? Lui, qu'est-ce qu'il dirait aux enfants qui font comme lui aux parents? C'est une question que vous lui posez? Oui. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Je pense que ma mère a eu la meilleure réaction à avoir, ne pas lâcher. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Je suis sorti de tout ça grâce à ma mère. Hein? Et pour les jeunes qui sont comme toi? Et pour les jeunes, je leur dis, je vais le dire avec mes mots, je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de tout ça. Je vais leur dire que voilà, ne jamais essayer même une seule fois de toucher à la drogue dure ou à la drogue en général ou même à l'alcool en fait. Voilà. Et à votre mère, vous lui dites quoi? Aujourd'hui, je suis venu aussi à cette émission parce que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire. C'est je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Oh. Je vais citer une phrase de Marc Aurèle, l'empereur romain, pour nous séparer aujourd'hui. Personne ne se lasse d'être aidé, écrivait-il. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Merci à tous nos invités qui sont sur le forum de Toute une histoire cet après-midi, un chat en direct. Bonne journée. Merci.